Bonjour, ceux que je n'ai pas salués. Donc voilà, Yann Yobé, je suis producteur bio dans la baie de Saint-Brieuc. Je fais partie du comité local de l'eau de la baie de Saint-Brieuc et du comité opérationnel algues vertes aussi. Je suis agriculteur sur une ferme de 70 hectares avec mon épouse et on a 2 salariés à temps plein. Nous produisons entre 180 et 200 000 litres de lait par an et nous transformons à peu près 4 tonnes de farine en pain. Voilà, donc c'est pas ma vache, mais c'est pas grave. Donc en agriculture biologique, ce qui est important, enfin ce qui nous différencie beaucoup des agriculteurs conventionnels, c'est qu'on ne nourrit pas directement la plante, on nourrit le sol. Enfin, on nourrit pas le sol, on maintient et on augmente la fertilité du sol par des pratiques qu'on met en place. Et après, donc un sol fertile apportera les éléments nécessaires à la plante pour qu'elle puisse se développer de façon saine pour elle. Donc cette bio, donc la base, voilà, ça s'écrit c'est écrit il y a un cahier des charges qui l'encadre, qui est un signe officiel de qualité. Voilà, et donc qui est certifié tous les ans minimum, c'est-à-dire qu'on a un contrôle sur rendez-vous et on peut avoir un contrôle inopiné. Donc 3 points dans ce cahier des charges: une agriculture sans produits chimiques de synthèse, donc pesticides et engrais minéraux, pas d'OGM et une alimentation 100% bio. Alors moi, je vais vous parler plutôt de la partie agronomique, ce qui nous intéresse le plus. Et après, donc, on parlera économie, parce que les 2 premiers intervenants ce matin ont mis en cause la viabilité économique de nos exploitations. Donc ça nous a un petit peu, je ne veux pas dire, ça nous a fait mal. Et après, on verra comment notre réseau peut et déjà travaille par rapport à la qualité de l'eau, sur la vulgarisation des pratiques. Alors voilà, donc c'est un petit peu le plan que je vais détailler. Donc on a tout à l'heure, Monsieur Durand nous a parlé des rotations et des pertes d'azote à rotation égale avec le conventionnel. Donc ce qui est important, c'est de voir, ce que je vais détailler, c'est les rotations qui sont utilisées en bio, en partant de celles que je pratique chez moi, qui sont peut-être pas les meilleures, mais en même temps, voilà, on part là-dessus pour avancer. On parlera aussi de l'herbe et des engrais verts qui sont très très présents dans les exploitations. Alors voilà, et des amendements organiques modérés. Ce qui est important, c'est ce que je dis, donc ça va être vrai en production laitière, mais c'est aussi vrai dans les autres productions. Et parce qu'on soit en céréales ou en maraîchage, on utilise beaucoup d'engrais verts et on est amené aussi à mettre des légumineuses dans nos rotations. Et donc pour faire un lien aussi par rapport à ce matin, on a parlé PAC et c'est vrai que à un moment donné, on était quand même vraiment très très mal en bio par rapport à la PAC, c'est-à-dire que les hectares en herbe n'étaient pas pris en compte et on avait beaucoup moins d'aides PAC que les autres agriculteurs. Voilà, donc la rotation, c'est une succession de cultures sur une même parcelle, voilà. Donc ça, c'est à peu près ce que je fais chez moi. Donc pour produire mon lait, donc j'ai des prairies qui sont en place, donc des prairies avec des légumineuses. Comme je travaille avec du blé panifiable qui a besoin d'avoir un taux de protéines assez important, je mets mon blé après prairie à l'automne. Donc ce matin, on dit que c'était pas bien. Voilà, et après quoi, je remets une févrole pour ramener de l'azote dans mon sol, parce que le blé a pompé tout ou partie de l'azote de la prairie. Et je repars sur un mélange céréalier qui, lui, est une plante plutôt nettoyante, on va dire. C'est-à-dire qu'en général, dans une rotation, on va alterner des plantes nettoyantes et des plantes salissantes. On va alterner des plantes avec un chevelu racinaire avec des plantes à pivot. On va alterner des plantes qui apportent de l'azote, donc comme des légumineuses, avec des plantes qui ont besoin de beaucoup d'azote. Et donc voilà, tout ça, ça va s'alterner. C'est comme ça qu'on va réussir à maintenir la fertilité du sol et à produire, parce que c'est quand même le but premier de nos fermes. Donc voilà, ça c'est un autre type de rotation. Donc en fonction, alors ce qui est important, c'est que la rotation, on la fait en fonction des débouchés qu'on peut avoir. Donc moi, l'exemple est intéressant parce que j'ai du blé panifiable. Aussi des terrains, c'est-à-dire qu'avec des terrains assez humides, ce que je ne sème pas à l'automne, je ne pourrais pas le semer au printemps parce que de toute façon, ça ne va pas sécher entre les deux. Donc c'est pour ça que je fais toujours le choix quand même d'avoir des céréales d'automne. Et voilà, c'était aussi pour dire que le maïs, on n'était pas en bio, on n'est pas anti-maïs, sauf qu'on le voit bien. Donc on met une moutarde, alors soit on met une moutarde pour éviter qu'il y ait des sévages d'azote entre les deux cultures.
Soit on mélange un mélange trèfle RGI, c'est les années où on a eu un peu un déficit en fourrage, ça nous permet de nous rattraper et de mettre les animaux sur cet engrais vert et de rattraper un peu de stock. Alors l'intérêt, voilà, donc nos rotations, elles ont plusieurs intérêts. Et le premier, c'est que plus on a une rotation longue, et moins la pression adventive est importante. Et on le voit bien avec ces 3 camemberts. Donc sur une culture de maïs, plus on met de temps entre pour le retour sur une même parcelle de maïs, et moins on a de pression adventive. Et plus on arrivera facilement à gérer ces adventives par du matériel mécanique. Si on reste sur des rotations classiques, c'est-à-dire soit monoculture de maïs, on n'y passe pas trop en bio, mais sur des rotations beaucoup plus courtes, on aura énormément de mal à gérer les mauvaises herbes. C'est pour ça que souvent dans les actions bassin versant où il y a des démonstrations de bineuses, on n'est pas toujours content des résultats parce qu'il n'y a pas de travail sur la rotation aussi. C'est pour ça que c'est important de travailler sur les deux. Un autre graphe qui nous explique un petit peu la même chose, donc là on est plutôt sur des céréales. Et plus, voilà. Et donc ce qui est vrai sur la pression adventive, l'est aussi au niveau des maladies. C'est-à-dire que plus on va avoir une rotation longue, plus on va casser le cycle des maladies, plus on va casser le cycle des ravageurs, ce qui fait qu'au bout, le fait de ne pas, de ne pas utiliser de produits chimiques n'est pas du tout un problème. On n'en a pas besoin. Hein, les attaques sont très très rares et il n'y a pas le souci qu'on pourrait avoir si par exemple on avait des gros apports d'azote sur nos cultures. Donc on aurait une pression beaucoup plus importante au niveau maladie et au niveau des insectes. Alors là c'était un petit peu pour montrer les différents types de matériel. Donc ça, il y en a pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que ces matériaux qu'on a mis au point, nous, producteurs bio, ils sont disponibles pour tout le monde. Donc là, on est sur une parcelle de maïs, donc on est en poste levé, on est déjà là à 5-6 feuilles. Donc là, c'est un autre type de bineuse. Une houe rotative, alors là, on voit pas trop bien, mais on est en prélevé et j'ai l'impression que le terrain est un petit peu humide. Donc voilà, on peut désherber soit avant la levée, soit après la levée, en fonction de... Voilà, houe rotative sur maïs. Et donc là, on a une bineuse à l'avant sur céréales avec une hersétrie à l'arrière. Donc, donc tout à l'heure j'ai déjà un petit peu parlé des légumineuses. Donc on introduit des légumineuses dans les prairies, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe en bio, on n'utilise plus seulement des raigras seuls. On a des prairies qui sont beaucoup plus complexes avec des différents types de graminées, style fétuc, raigras anglais, et différents types de trèfles. Ainsi que on utilise, donc on l'a vu, donc des légumineuses pures, mais aussi des mélanges céréaliers dans lesquels il y a des légumineuses. Ce qui fait qu'on apporte à différents stades de notre rotation des cultures qui captent l'azote du sol et qui la restituent à la culture aux graminées qui sont avec. Donc pourquoi on fait ça et pourquoi on n'a pas trop de perte d'azote, c'est qu'on est sur nos fermes, on a un très faible chargement, on pourra le voir tout à l'heure. Et de fait de ce faible chargement, l'azote, il n'est pas en excès. C'est-à-dire pourquoi on n'en épand pas beaucoup sur les champs, c'est un peu ce qui a été dit ce matin, c'est qu'on n'en a pas beaucoup à épandre aussi. Comme on a moins d'animaux. Et c'est aussi pour ça qu'il y a moins de lessivage. Voilà, donc légumineuse lupin seul. Donc, ce qui est intéressant dans ces légumineuses aussi, que j'ai oublié de dire, c'est que ça améliore énormément la structure du sol. Ça augmente l'autonomie des fermes, c'est-à-dire qu'on produit nous-mêmes notre azote. Ça évite les conséquences sur les pays émergents, c'est-à-dire la concurrence entre les cultures vivrières et les cultures d'exportation.
Voilà, donc là, dans un mélange céréalier où on a du poids. Donc le poids fournit l'azote à la céréale qui croît et qui donne un rendement assez intéressant. Voilà, donc on a parlé sur la rotation. Donc l'herbe, il faut savoir que 65% des surfaces bio bretonnes sont en herbe. Donc on revient toujours sur la rotation. 65% des surfaces bio sont en herbe. Que toutes les fermes, donc on a fait une étude au niveau du réseau FRAP, toutes les fermes conventionnelles qui passent en bio, dans tous les cas, on a un glissement des surfaces, c'est-à-dire que les gens font moins de maïs et augmentent leur surface en herbe, parce que tout simplement les protéines sont à un coût assez important, ce qui fait qu'au niveau économique, la ferme n'arrive pas à son équilibre. Donc la prairie, elle est intéressante parce qu'elle est constamment en place, donc elle pompe de l'azote tout le temps. Alors on a un petit souci avec les nouvelles normes Corpen quand même qui ont tendance à privilégier les systèmes peu pâturants ou un système à maïs. Mais on oublie un petit peu par rapport à ces normes Corpen que si une vache, plus elle pâture, plus elle rejette d'azote dans l'environnement. En même temps, la prairie, elle pompe la moitié plus qu'une culture de maïs, la moitié plus d'azote qu'une culture de maïs. Je voulais redire un mot, c'était aussi sur le retournement des prairies. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent, on nous rétorque souvent dans les comités locaux de l'eau que quand on retourne une prairie, c'est tout de suite 400 unités d'azote qui sont rejetées dans l'environnement. Mais c'est pas tout à fait juste parce que cet azote, il n'est pas minéralisé tout de suite. C'est pas tout à fait juste parce que donc la culture d'après va pomper un petit peu. Et puis aussi, ce qui n'est pas juste, c'est que quand on retourne quelques hectares de sa ferme, on ne retourne pas l'ensemble de sa ferme. Donc il n'y a pas 400 unités sur toute la surface, il y a 400 unités sur quelques hectares de la ferme. Ce qui fait que globalement, ça fait un lessivage très faible sur la ferme. Peut-être même pas d'ailleurs. Enfin bon, ça on pourrait reposer la question à M. Durand tout à l'heure. Voilà, les engrais verts après, tac tac. Donc les engrais verts, on a vu. Les amendements organiques. Alors, on apporte des amendements organiques pour renouveler le stock d'humus de notre sol. Donc l'humus, il va se minéraliser petit à petit au fil de la saison. Et on va apporter un amendement organique différent en fonction de la culture qu'on met en place, mais aux fonctions de la saison à laquelle on l'apporte. Par exemple, si on veut l'apporter sur une prairie au printemps, on va plutôt apporter un compost jaune qui ne sera pas trop, qui sera pas trop stable, alors que si on veut l'apporter sur une culture d'automne, on apporte plutôt un compost stable, afin qu'il n'y ait pas d'essivage pendant l'hiver. On va travailler aussi en fonction des sols, parce qu'on a des sols qui se chauffent plus ou moins vite. Et au niveau de la dose, on ne va pas en apporter des grosses quantités, parce qu'on a des sols en Bretagne qui ont souvent une capacité de rétention des éléments minéraux qui est assez faible. Et apporter des grosses quantités, ça veut dire être sûr qu'il y en a une grande partie qui va être lessivée. Donc le chargement en comparatif du conventionnel, donc on est sur des fermes qui sont globalement moins chargées en animaux parce qu'on a fait le choix de l'autonomie alimentaire des animaux. Et quand on nourrit tous ces animaux avec les fourrages, par exemple avec les fourrages qu'on produit, on a une pression azotée sur le terrain qui est assez faible. Et de ce fait, comme on a moins d'azote organique animal sur notre ferme, on se doit de ne pas le gaspiller. Et c'est pour des raisons techniques et économiques que l'azote, on fait bien gaffe à l'azote sur notre sol et on ne peut pas se permettre d'en gaspiller. Une petite diapo sur l'efficacité de l'utilisation de l'azote dans les fermes en bio. Donc on en met moins et donc on a une meilleure efficacité que des systèmes qui en apportent beaucoup plus. Il n'y a pas l'entrée, une moindre entrée du fait d'une moindre utilisation de concentré. J'ai dit qu'on était autonome. Voilà, et une moindre sortie parce qu'on a des couverts végétaux tout le temps. Alors après, là, on va dire jusqu'à une ou deux diapos sur les performances économiques, donc par rapport à ce qui a pu être dit ce matin. Yann, t'es passé un peu vite sur le fait que la Normandie, quand même, a des... On ne peut pas le savoir.
Enfin, Sur lesquels? Alors j'ai fait une erreur là. Il faut savoir que la Bretagne on est les premiers producteurs de poules pondeuses, par exemple, sur des élevages dans lesquels il n'y a pas de lien au sol, enfin où il y a un lien au sol sur les fientes, mais bon voilà. Ah oui, excusez-moi. Raté. Pourquoi alors? Pourquoi? Moi j'en sais rien. Pourquoi? Système plus intensif. On a vu la Plus solitude extensif, de plus l'État extensif. tout à l'heure, là nous voyons la Voilà. solitude de l'agriculteur bio-breton. Non, voilà. Plus de pâturage en Normandie alors. Non mais laissons des questions en suspens, il vaut mieux. Voilà. Oui, si vous répondez aux questions, c'est bien, on va gagner du temps. Vas-y, excuse-moi. Ouais. Donc je reviens sur l'efficacité économique. Donc on voit dans ce graphe là qui a été fait par l'INRA à partir du RICA, enfin des outils statistiques du ministère de l'Agriculture, qu'en agriculture conventionnelle, à chaque fois qu'on vend pour 100 € de produit, on en a à peu près 63 de charges en face. En agriculture bio, donc certes, on a moins de produits, mais on a une meilleure efficacité économique, c'est-à-dire qu'on a moins de charges aussi. Et c'est ce qui est important. Ce qui fait le revenu, c'est pas la quantité de produits qu'on produit, c'est à quel coût on le produit et à quel coût on le vend aussi. Et tout à l'heure, on parlait de plus-value, et c'est vrai que le fait de vendre son lait en bio plutôt conventionnel, c'est déjà une plus-value, c'est déjà 100 € de plus à la tonne. Voilà. Et après, oui, donc l'excédent brut d'exploitation étant le même. Donc l'excédent brut d'exploitation, c'est ce qui nous reste de revenus avant de rembourser les prêts. Ça permet de comparer les fermes qui sont plus ou moins, enfin les gens qui sont installés plus ou moins de temps et qui ont plus ou moins d'investissement. Une autre étude, alors celle-là est assez intéressante aussi, c'est-à-dire que pour un même nombre de vaches, si on produit moins par vache, on a le même revenu, parce que tout simplement dans le cas là, vous pouvez le voir au niveau de l'autonomie concentrée, on achète beaucoup moins de concentré, on augmente l'autonomie en concentré. Et comme c'est concentré à un coût énorme, on arrive en fait dans les deux cas à un même revenu. Donc c'est pas parce qu'on produit moins par vache qu'on gagne moins d'argent. Et celle-ci, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que on a moins de vaches parce qu'on décide de ne pas faire son quota pour être autonome. Dans le cas de droite, vous achetez des fourrages parce que vous avez un chargement trop important. Dans le cas de gauche, vous décidez d'être autonome. Et en décidant d'être autonome, en fourrage, parce que les fourrages, ça a un coût aussi, on arrive au même revenu. Donc je ne sais pas si c'est dommage que les deux intervenants ce matin ne soient pas là, mais on est à peu près à chaque fois au même... on ne gagne pas plus, on ne gagne pas moins. Enfin bon, en même temps, il y a une grosse disparité entre les fermes, mais il n'y a pas de... faut arrêter de dire qu'en bio, les gens, ils ne gagnent pas leur croûte, c'est pas vrai. Pour reprendre mon exemple, donc sur 70 hectares avec 2 salariés à temps plein, il nous reste tous les ans entre 20 et 30 000 € de revenus. Donc, voilà. Et on ne se pose pas la question toujours, quand on installe des jeunes en production porcine, des aléas, des coûts non plus. Alors voilà les outils proposés par le réseau GAPFRAB. Donc j'ai été un petit peu vite. Ce qui est important, c'est que depuis plusieurs décennies, nous, éleveurs bio, on s'est retrouvés pour créer des GAB dans chaque département. Des endroits où on pouvait échanger nos expérimentations, on pouvait se former. On s'est entouré de techniciens et d'animateurs compétents pour mettre en place des outils qu'on vulgarise vers les agriculteurs. Tous les agriculteurs d'ailleurs. On forme tous ceux qui ont envie de gagner en autonomie sur leur ferme. Par exemple, formation Érodi pour travailler sur l'agronomie, formation Opsalim pour travailler sur son alimentation. Nous avons des formations et des groupes d'échange pour partager ce qu'on peut expérimenter sur nos fermes, pour entendre un peu les difficultés de certains, notamment lors de la conversion. C'est-à-dire que quand on se reconvertit, on se pose beaucoup de ces questions, qu'on ne se pose plus une fois installé d'ailleurs. Donc formation Opsalim. Les groupes d'échange culture et des portes ouvertes qui sont des outils de vulgarisation aussi. Nous travaillons aussi au niveau des GAP sur l'organisation de la production, parce que ce n'est pas le tout de reconvertir les fermes, mais il faut aussi s'occuper de ce que vont devenir les produits. Donc il y a un travail de recherche de nouveaux débouchés, et puis même à conforter les débouchés existants, qui est un travail constant.
Les GAB défendent aussi les intérêts des producteurs et défendent aussi un cahier des charges cohérent. Ça, c'est un travail de longue haleine aussi. Et nous accompagnons donc, un petit peu ce qu'a dit Jean-Paul ce matin, les gens qui veulent s'installer, les gens qui veulent se reconvertir. Voilà. Donc certains d'entre vous ont déjà peut-être pu participer à l'une de nos portes ouvertes ou au petit déj bio. Et dans les débouchés, donc je parlais des débouchés, de la diversification des débouchés qu'on pouvait mettre en place. On a un gros travail dans chaque département sur tout ce qui est restauration collective, avec plus ou moins de réussite. Donc nous travaillons dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires. Nous accompagnons les agriculteurs qui font de la vente directe, comme ceux qui sont en circuit long, qui ont besoin d'une défense professionnelle. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup de ton intervention. Oui, je crois que ça me semblait important de faire un renversement de la charge de la preuve, quand même, quand on est ce matin effectivement un petit peu mis sur le grill sur des exploitations qui seraient sujettes à caution sur leur rentabilité économique. Je pense que c'est un peu des discours obligés, mais bon, c'est pas du tout la réalité de l'économie, du modèle économique des fermes bio. Je rappelle, vous avez à l'entrée de la salle là-bas un certain nombre de publications dans lesquelles vous retrouverez ces sources, mais le recensement agricole Agreste 2010, donc sur les chiffres de 2010, montre que les bio font uniquement sur l'exploitation, donc indépendamment des circuits de commercialisation, plus 50% de création d'emplois dans les fermes bio. Ce sont des fermes qui sont très pourvoyeuses d'emplois dans les territoires. Je suppose que si elles créent des emplois, c'est qu'elles ont les moyens de les payer. Ou alors je sais pas, ou alors c'est du bénévolat, mais voilà. Donc voilà, donc ça c'est le recensement agricole. Donc quand on dit qu'effectivement il y a peut-être des problèmes sur l'économie de la bio, on crée 50% d'emplois en plus, on en crée alors vraiment beaucoup plus quand on rajoute les circuits de commercialisation diversifiés des fermes bio sur les territoires. Donc là je crois qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Il y a même des études de l'Institut Rodel notamment que nous avons fait venir en France sur 30 ans de comparaison de revenus de différents systèmes de production, c'est-à-dire OGM ou conventionnel ou bio, sur 30 ans, mais il n'y a vraiment pas de comparaison possible sur les revenus tirés de l'exploitation, uniquement en termes de rendement, sur 30 ans, etc. Bon, donc voilà, donc là, il fallait effectivement remettre un peu les pendules à l'heure sur ce sujet-là. Mais on comprend que, bon, ça fait partie du débat sur la bio, comme on dit.